Donc, hier, euh, on a expliqué les questions de la valeur ajoutée pour expliquer la croissance économique russe à laquelle nous avons assisté, à partir de chiffres, de tableaux, de graphiques. On a eu aussi la présentation du professeur du Bélarus, que M. Chirov a beaucoup apprécié. Alors, je suis un petit peu gênée parce que ma présentation, il ne va pas y avoir beaucoup de chiffres. Et donc, je pense que je prie le professeur de m'excuser de ne pas faire une présentation qui va lui plaire. Mais je vais m'expliquer sur cette question. Le thème de ma contribution est sur le système des paiements. Bien sûr, si on regarde le système de paiement tel qu'il existait jusqu'au mois de mars 2022, donc le système qui était régi par la technologie de SWIFT, dans l'activité russe, on est à une valeur de 0, puisque la Russie a été exclue de ce système. Donc, il me semble que le sujet du système des paiements est quelque chose qui a une valeur nulle à l'heure actuelle, mais pourtant, on sait très bien que sans ce système de paiement, la croissance russe à laquelle nous avons assisté n'aura pas pu avoir lieu. Disons que le rôle de gestion des flux, c'est un rôle similaire au rôle qu'on a pu voir démontré par Yuri Sherbanin hier à propos des transports. Mais on n'est pas en mesure de calculer la valeur ajoutée du système de paiement dans le fonctionnement et la croissance économique. Alors, pourtant, cette réflexion nous amène à penser que le système des paiements a une valeur incontestable, une valeur ajoutée incontestable, mais non calculable. Alors, je me suis posé la question, pourquoi on n'attache pas de valeur à ce système de paiement? Dans un premier temps, on peut se dire que cette valeur, à partir du moment où le système était global, équivalent, quasi équivalent pour tout le monde, on pouvait lui accorder une valeur nulle, puisqu'en fait, l'important, c'était de pouvoir faire des comparaisons. Mais maintenant que l'on a des acteurs, et en particulier la Russie, qui est exclue de ce système par rapport aux sanctions, on voit bien qu'on a un dommage qui était anticipé. Alors après, on va voir dans mon exposé comment ce dommage a été géré et comment le système russe a trouvé des éléments d'immunité vis-à-vis de ce dommage. Donc normalement, on devrait être en mesure de mesurer quelque chose. Déjà en comparant les deux situations, avant et après. Si on prend l'hypothèse radicale que l'économie russe aurait dû être affectée par une récession majeure, prenons par exemple l'hypothèse d'une récession sur 2022 et 2023 de 10% chaque année, qui me semble pas tout à fait irréaliste, puisque si on fait référence à ce qui s'était passé dans les années 90, on avait des trends de réduction pendant une période de 5 ans à peu près de cette grandeur. Et donc, on va pouvoir comparer ce que la Russie a comparé et mesuré, ce que la Russie a évité en perte de croissance grâce à ces innovations et grâce au sauvetage du système de paiement. Alors, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail mon calcul, mais j'arrive à quelque chose autour de 10,7% par an, qui serait donc une sorte de valeur du système de paiement qui a été mis en place par la Fédération de Russie pour pallier les difficultés rencontrées dans l'exclusion de l'économie russe du système de SWIFT. Alors, je reviens maintenant au papier que je vous présente. Donc, ce papier
est issue d'une réflexion qui a déjà été abordée par des économistes russes au moment où les sanctions ont été développées. Ce sont des travaux de Svetlana Pertseva et son collègue Igor Touriev de 2002 et 2003. Un ouvrage même a été publié en 2003. Et l'article met un peu au goût du jour, en fonction de la situation actuelle, les premières orientations et premiers commentaires des auteurs. Du côté occidental, moi, je n'ai pas trouvé de travaux sur la transformation du système des paiements en Russie. Et d'ailleurs, les décisions économiques ont été prises, je dirais, sans conscience. Il n'y a eu aucune expertise théorique sérieuse ni d'évaluation économique sur les conséquences des décisions économiques et politiques prises par les autorités occidentales. Ça, c'est Emmanuel Todd le souligne déjà dans un ouvrage à succès qui est publié en France au début de l'année. Donc, nos autorités se sont contentées d'effets de communication, et on sait combien les phénomènes de croyance et de convention peuvent aussi jouer sur les mécanismes économiques. Donc, il faut savoir que dans ce monde de communication en Occident, vous avez même les militaires qui sont amenés à considérer que les sciences cognitives sont quelquefois supérieures à toute innovation qui pourrait être pensée dans le domaine militaire. Donc, on voit bien que l'esprit du moment a justifié une primauté donnée à la communication plutôt qu'au calcul économique scientifique. Revenons maintenant sur les résultats qui ont pu être dévoilés depuis quelque temps, même dans la presse occidentale. On se rend compte bien que les pronostics d'évolution de l'économie russe ont connu des revers. Les Occidentaux ont fait des erreurs d'anticipation. Et il me semble qu'on doit aller au-delà de ce constat pour comprendre comment ces erreurs ont été mises en œuvre. Les mécanismes qui ont contribué à retourner les anticipations, en particulier en matière de ce qui s'est passé dans le domaine monétaire et financier. Je vais faire référence à des théories connues de l'ordre monétaire et financier, et aussi à des éléments de modernisation de ce qu'on peut maintenant appeler l'industrie des paiements. Je soulignerai aussi les apprentissages dans les relations entre les établissements qui sont gestionnaires du système de paiement et les clients, et le rôle socio-économique des acteurs auprès des usagers du système de paiement. Ensuite, on comprendra que cette transformation des paiements va avoir une portée à la fois géographique et géopolitique pour introduire une finance multipolaire qui se construit autour du groupe des BRICS, comme on l'attend à la réunion de Kazan, avec des avancées, en particulier dans la création peut-être d'une monnaie commune. Donc, le préliminaire du papier que j'ai envoyé à Dima Kouvaline et qui pourra vous faire circuler est sur... je suis revenue sur cette notion de système de paiement qui est une sorte d'acquis de l'économie, et pendant longtemps, on ne discutait pas autour du système de paiement, alors on pourrait le qualifier d'institution, et voire mieux encore de bien commun. L'intérêt a été suscité aussi vis-à-vis du système des paiements par la présidente de la Banque centrale russe dans son dernier entretien à Sputnik, et elle souligne l'enjeu important des systèmes de paiement précisément dans l'époque contemporaine. Et ce que vous notez bien, des systèmes de paiement. Donc, on est dans un environnement où on n'a plus une plateforme unique de gestion des systèmes de paiement.
Ce système de paiement, qu'il soit russe, chinois ou occidental, est la pierre angulaire des échanges et de relations économiques. D'un point de vue plus technique, c'est donc là, on fait référence à cette plateforme SWIFT qui a fait tant d'émules en Occident en pensant que les Russes allaient s'effondrer, l'économie russe allait s'effondrer par cette exclusion. Alors, je reviens là sur ce qui a motivé ce constat ou cette anticipation de constat. Disons que si le système de paiement est un bien commun, à partir du moment où il y a des sanctions, où il y a des pays qui sont exclus de ce bien commun, euh, ça pose un problème de nature d'équité au sein de l'économie globale. En même temps, se rend visible l'existence d'une hégémonie, d'un pouvoir asymétrique, quasiment qui se croise sans limite, et qui peut manifester une pression du type soit vous soumettez politiquement et militairement à nos dictats, soit on va vous provoquer une exclusion et une mort économique. Donc, conformément aux croyances, l'économie russe devait s'effondrer. Donc, on voit bien que cette conception est liée à une vision particulièrement inertielle du système de paiement. On a un enfermement idéologique et cette économie qui refuse la dynamique et qui accompagne l'inertie, donc cette économie statique, qui est en fait l'économie standard, sert le prince et celui-ci est pris à son propre jeu de refus du réel et de la dynamique économique. Il me semble que dans cette expérience russe, on dénonce à la fois une hégémonie asymétrique et également une erreur de l'économie statique parce qu'elle souhaite se soumettre aux souhaits du prince. Donc, je passe à ce slide sur un pas de trop des économistes vers le ridicule. En fait, avec cette expérience et ce succès russe, on a une sorte de fin de l'histoire. Alors, je suis consciente que les esprits économiques standards n'ont certainement pas encore compris cette transition. Mais cette surprise russe, parce que je pense qu'on peut aussi l'appeler au sens de ce concept développé par Shackle, c'est une nouvelle donne pour le monde économique et pour plus largement le fonctionnement des économies. Donc, d'un point de vue théorique, nous sommes conduits à réfléchir dans la dynamique économique. Et je crois que l'ouvrage de Todd, La défaite de l'Occident, est aussi une défaite de l'économie occidentale. Et là où ça fait le plus mal peut-être pour ces économistes, c'est que le système monétaire et financier était peut-être le cœur des préoccupations de l'économie occidentale et le modèle qui devait s'imposer à l'économie mondiale. Alors la question du système de paiement comme clé de la résilience du système russe, d'abord parce que le système de paiement a soutenu la substitution aux importations. Substitution finalement d'un système nouveau à un système ancien. Donc ce thème si vecteur de promesses dans l'économie russe, on l'a aussi au niveau du système de paiement. Passons à autre chose, passons à un système de paiement qui va aller dans le sens de la croissance de l'économie russe. On a une sorte de séquence de l'effet des sanctions aussi. Vous avez, dans un premier temps, les premières sanctions de 2014. On les avait qualifiées de chance pour la Russie en matière agricole. On voit qu'il en va de même maintenant en matière industrielle et bien sûr maintenant en matière financière, qui est le socle du fonctionnement économique.
Donc, cette transition du système de paiement a permis un repositionnement logistique des flux économiques, nouveaux transferts, nouveaux accords de paiement, nouvelles relations diplomatiques et économiques, des pôles de confiance se mettent en place dans la poursuite d'échanges. Et ça, ce sont les points clés de la résilience. En même temps, vous avez eu une rapidité dans la mise en place de toutes ces transitions. En l'espace de quelques mois, donc on peut qualifier d'un point de vue théorique qu'on assiste à une dynamique institutionnelle du système et deux caractéristiques théoriques doivent être soulevées, l'innovation et la viabilité. Les contraintes sont des gages d'innovation financière. Et ça, si on connaît bien les transitions financières depuis les années 70 aux États-Unis et 80-90 dans les économies européennes, on sait très bien que les nouveaux produits, les nouvelles pratiques, les nouvelles modes de gestion viennent d'incitation par la contrainte. Et aussi, ça surajoute les incitations de la puissance publique. On est bien dans le cas de l'effet des sanctions sur le système de paiement, dans cette conjugaison entre incitation par la contrainte et incitation publique. Le résultat donc pouvait être attendu avec cette coordination des effets. On a les grandes banques publiques russes, les institutions régissant la place financière, les partenaires comme la Chine, l'Iran, qui ont été aussi mobilisés dans cette évolution. Alors, si on se réfère aux étapes historiques, pour donner une sorte de calendrier de ce qui s'est passé, je dirais que les premiers pas, c'est 2014 avec le système de messagerie financière. Parce qu'en 2014, il y a déjà eu des menaces vis-à-vis de la Russie de l'exclure de SWIFT. Donc, il fallait trouver tout de suite une parade pour le futur parce que ça arriverait un jour ou l'autre. Ensuite, vous avez avril 2015 où le système national des cartes de paiement a permis de rendre techniquement possible un nouveau système de cartes MIR disponible pour les acteurs économiques en Russie. Mais il n'était pas à l'époque le seul système possible. Certains pourront qualifier la mainmise, l'accompagnement, le maternage des clients auprès des banques russes pour passer à ces étapes de digitalisation comme un partenariat digital. En fait, je pense qu'il faut revenir peut-être sur cette idée, sur ce symbole des cartes MIR. Cette idée de MIR, du monde, du global, alliée à la protection, le souci de bonne gestion et d'accompagnement, je crois que ce symbole a été fort et les banques ont joué le jeu auprès de la population, un jeu d'une manière très nouvelle pour nous, pour les observateurs occidentaux, parce que c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on voit se développer dans le système monétaire et financier en Europe. D'un point de vue pratique, on a offert aux clients des banques à la fois des systèmes qui permettent de gagner du temps, de payer avec la carte ou des transferts très rapides dans les taxis, d'avoir des opportunités nouvelles de gestion personnelle et également pour les sociétés. Vous pouvez recevoir des SMS réguliers pour payer vos amendes. Quand vous passez sur une autoroute, il n'y a pas besoin de s'arrêter, la carte et votre smartphone est relié au système. Et tout ceci se fait en toute confiance. Et c'est ça qui est quand même le plus étonnant pour un observateur occidental. Donc, moi, je parlerai peut-être du miracle digital et une certaine exemplarité qui devrait faire réfléchir les protagonistes de ce changement de monétisation des systèmes financiers et monétaires en Europe. Alors, si on reprend des analyses à la Williamson, les analyses institutionnelles,
toute amélioration de la rapidité des transactions, diminution des coûts, sont des atouts institutionnels notables pour la croissance économique. Donc, on est vraiment dans la théorie économique de base. Si on regarde encore Elvira Nabiulina, la présidente de la Banque centrale russe, en donne une illustration en montrant que le poids des monnaies nationales dans les échanges avec les BRICS est maintenant d'environ 85%. Il y a 2 ans, il était de 26%. Donc, on a un succès dans cette flexibilité des infrastructures du système de paiement. Il y a un effet quantitatif qui est lié à l'ouverture à de nouveaux marchés, de nouveaux clients, une diversification des modes de règlement. Et tout ceci a un impact quantitatif sur les capacités d'échange. L'effet qualitatif, sur lequel je vais aussi revenir un peu plus longuement, c'est la sécurité apportée aux nouveaux clients de la Russie, qui renforce les aspirations et les possibilités de rechercher la souveraineté pour chacun. L'indépendance monétaire et financière devient un espoir réaliste et surtout à un moment où on assiste à des pertes de crédibilité en Occident. Regardez ce qui se passe en termes de remise en cause du franc CFA. On a une dédollarisation progressive qui est au cœur de l'espoir des nouveaux systèmes de paiement des BRICS. Alors, je souligne aussi un point qui me touche particulièrement, c'est la question de viabilité. C'est-à-dire qu'il a été crucial dans le succès de cette opération de transition que les décisions soient prises à temps et que ces capacités émergent au bon moment, sans retard, parce qu'il fallait éviter par-dessus tout la panique du public. Et c'est ça sur quoi les Occidentaux pariaient, qu'il allait y avoir des files d'attente dans les banques, de la spéculation. Et tout ça n'a pas eu lieu. Il faut être prêt au bon moment, avoir les bons outils pour communiquer correctement et assurer la stabilité de ce système qui représentait un changement radical. La clé de ce succès, je pense qu'on la doit aux infrastructures d'accueil et de communication et à la pédagogie qui a été mise en place. Je pense que le scénario avait été répété à l'avance pour qu'il soit aussi efficace. L'agence bancaire russe, dans ce système qui a cours maintenant, devient une sorte de ruche. C'est très difficile d'imaginer pour nous, occidentaux, habitués aux petites agences qui deviennent de plus en plus minimalistes. Tout ceci s'est accompagné avec le développement de technologies digitales et le client ne perçoit aucun isolement. La multiplication des guichets avec un personnel nombreux, compétent, aimable, qui prodigue des conseils, des assistances sur l'utilisation du smartphone, l'installation de nouvelles plateformes, des services d'assistance à la vie quotidienne, voire même des bonus de fidélité, et également une assistance réelle à la gestion pour les entreprises, pour les comptabilités des petites sociétés. Alors, en russe, ce sont des IP. Rien à voir avec ce que nous connaissons habituellement en Occident, où, avec le principe de minimisation des coûts, on a des guichets vides de monde, vides d'humains. L'environnement financier peut donc être résilient, et cette résilience peut reposer sur la convivialité. La convivialité est un enjeu de confiance. Rassurer l'épargnant en Russie a été un tour de force, parce que si on se rappelle de l'histoire monétaire russe, c'était vraiment pas joué d'avance. Ensuite, une pédagogie active de proximité. Dans tous les quartiers, dans toutes les petites villes, vous avez ces réseaux bancaires dont je vous ai parlé avec ces multitudes de guichets. Que s'est-il passé à cette charnière, à la déconnexion, à ce moment si crucial? En fait, les gens, les usagers ont reçu sur leur smartphone la proposition de venir retirer une carte mire qui les attendait. Et également
pour rassurer sur les capacités d'épargne et de préservation de cette épargne, ils étaient aussi informés que des placements en or ou en yuan attractifs pourraient leur être proposés. Le contact humain dans ce mécanisme a joué un rôle majeur pour maîtriser l'incertitude. Chaque client a pu se considérer comme un VIP à qui on donne la dernière information pour qu'il puisse sécuriser son épargne. En élément de conclusion, je pense que cette expérience est pour les Occidentaux une leçon à la fois théorique et pratique. À la fois, c'est une mise en forme microéconomique de la confiance. Cette confiance se joue dans la relation entre la banque, la personne qui gère le compte ou qui est au guichet, le guichetier et le client. Et en Europe, quand on voit tout ce qui se passe au niveau de l'avènement des monnaies numériques, ceux qui nous promettent le développement de ces monnaies, ce sont ceux qui punissent, qui sanctionnent, qui menacent. On voit là qu'il y a une dissonance cognitive radicale. La logique de réduction des coûts chère à nos cabinets de conseil l'a emporté sur la préservation de la confiance. Et ça, dans l'ordre de la monnaie et des paiements, c'est une situation dramatique. Encore un exemple que la machine, le progrès, sans l'humain, ça ne marche pas du tout. Et l'Occident doit le méditer l'exemple russe. Donc, pour finir, je reprendrai l'espoir de Emmanuel Todd que je partage. Notre priorité de citoyens est donc de nous assurer qu'ils, nos dirigeants, connaissent mieux la doctrine de l'armée russe, qu'ils ne connaissaient la capacité de réaction des banques russes dans le cas où celles-ci seraient déconnectées de SWIFT. Je vous remercie de votre attention j'attends vos questions. Merci beaucoup, Hélène. Présentation très intéressante. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur la dernière slide. Je pense qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Mais ça, c'est uniquement, je dirais, une prise de position personnelle. Donc, y a-t-il des questions? Oleg. Oui, c'est une vision très intéressante, effectivement, Hélène, sur la situation. Je ne peux pas vous dire que je le partage entièrement. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que la numérisation, la digitalisation du secteur financier russe, nous sommes parmi les leaders, c'est vrai, mais comment voir ce qui s'est passé avec le changement dans les utilisations des systèmes de paiement? Ça, je l'aurais peut-être interprété un petit peu différemment. Donc, oui, effectivement, les coûts de transaction des acteurs économiques russes après ces changements, bien sûr, ces coûts ont été multipliés et ce fait ne pas être vu d'une manière positive. Donc, bien sûr, il y a des possibilités liées à cette digitalisation du secteur financier russe. Et effectivement, cela a permis de minimiser les dommages généraux de cette destruction du vieil système de paiement. Mais en même temps, nous avons quand même beaucoup perdu sur ces coûts de transaction. Et je n'aurais pas surestimé le système MIR. Donc, en fait, il faut distinguer donc, le système national de paiement. Il faut distinguer de notre côté le système MIR. Donc, en fait, c'est le même type de carte
Et nous avons aujourd'hui des possibilités de transaction, les mêmes que pour les visas, pour les Mastercard, etc. Donc, ils sont encore opérationnels à l'intérieur de la Russie. Il y a beaucoup de nuances, des détails techniques. Voilà, donc je voulais faire ce commentaire. Donc, je ne pourrais pas dire que pour l'économie russe, ces changements n'étaient que positifs, parce que il y a quand même des coûts de transaction qui ont augmenté, et même pour la valeur ajoutée brute, il y a une grande question: comment on peut ici comptabiliser ce secteur financier? Mais bon, les revenus de notre secteur financier liés à ce nouveau système financier, cette nouvelle logistique financière, ils ont augmenté aussi. Mais est-ce qu'on peut le considérer comme une contribution au PIB? Parce que ce sont des revenus des acteurs financiers, mais cela représente des coûts de notre côté pour des acteurs non financiers. Donc la situation est un petit peu compliquée. Donc effectivement, du point de vue de la digitalisation, nous sommes parmi les leaders, mais de là à dire que ces changements nous ont apporté que du bien, je ne pourrais pas le dire aussi avec autant de conviction. Merci beaucoup. Merci, merci Oleg. Professeur Volkonski. Merci. Ma question est liée au fait que j'ai très peu étudié cette problématique financière et bancaire. Et donc, Hélène, vous avez dit que il y a eu une baisse dans la confiance au système bancaire en Occident. Est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus? Est-ce que vous pourriez énumérer peut-être des facteurs qui ont amené à cette situation? Merci beaucoup. Oui, je vais répondre dans un premier temps à Oleg. Je pense que ce genre d'étude est vraiment une première amorce de cette réflexion. En fait, dans la communauté scientifique, le système de paiement était considéré comme une donnée, quasiment peut-être même exogène, et donc ça servait pas plus, on oubliait de l'utiliser. Je pense que le fait que Elvira Nabiulina en reparle, et alors que bon, elle est quand même au cœur du système, c'est un indicateur que le monde libéral de la finance s'interroge un peu différemment maintenant avec l'expérience russe. Donc, j'ai donné une vision un peu caricaturale des premiers moments parce que c'est tellement un effet de surprise. On attendait la Russie au tournant sur cette question. C'était là que tout devait s'effondrer. Et précisément, c'est là qu'on a eu les éléments pour tout porter et pour recomposer des relations internationales. Alors, qu'il y ait des éléments de complexification dans les relations internationales parce que tout n'est pas encore mis en place, on le comprend bien. La question qui a été posée sur que faire des roupies, est-ce qu'on les garde, voilà. On voit bien que cette question peut être résolue avec des accords au sein des BRICS. Donc, on est dans un processus de transition et on est peut-être à une première étape. Et il me semble qu'il faut interpréter l'expérience russe comme étant un exemple à la fois qui donne de l'espoir à de nombreux pays sur une souveraineté monétaire et également en Occident, le fait que la situation qu'on connaît n'est pas si figée que ça. Et là, je reviens à la question du professeur Volkonski. C'est vrai qu'il y a un pessimisme global vis-à-vis de l'économie occidentale. D'abord parce que cette succession d'erreurs de prévision se donne à voir et donc on n'a pas confiance. Quand un ministère des Finances vous dit qu'il va mettre l'économie russe à terre, bon, et que finalement c'est l'économie européenne qui est à terre,
les gens quand même le voient, ils le voient au quotidien, c'est dur. Vous avez les magasins qui ferment dans les rues. Et puis, vous avez des situations où, pour soutenir le système bancaire, l'Union européenne a pris et les parlements ont voté des décisions où ils vont pouvoir piocher dans l'épargne des agents. Bon, alors, les acteurs russes savent que ceci peut très bien arriver, de perdre son épargne. C'est vrai qu'en France, il y a peu de gens qui s'imaginent quelque chose de possible, de se voir subir la même chose que les Russes pour les réserves, pour leur assurance vie. C'est quelque chose d'inimaginable. Et de plus en plus, même des juristes vont vous dire que c'est possible, ça peut arriver. Voilà, donc cette perte de confiance, elle est liée à des phénomènes réels, à une ambiance générale liée au mensonge, à l'incompétence économique. Voilà, je crois que ce sont des arguments assez importants. En, en même temps, il me semble qu'il faut voir les choses de façon plus optimiste, c'est-à-dire que l'exemple que nous a donné la Russie, l'exemple de rapidité, cette rapidité, si vous vous souvenez, on l'avait eu aussi avec la reconstruction de l'économie russe en 8 mois par Primakov. Et là, on a encore quelque chose de même nature qui a rebondi aussi bien. Bon, donc ça, c'est aussi un espoir que les systèmes des paiements, que les systèmes économiques peuvent être redressés rapidement. Je pense que c'est le plus grand message d'espoir qu'on peut donner aux Occidentaux qui ont du travail devant eux. Est-ce que je peux poser une question? Tu peux. Можно. Alors moi, tout d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Hélène quand elle dit que à l'heure actuelle, l'économie russe, la situation dans l'économie russe est en quelque sorte similaire à la situation qu'on a vue en 1998 quand cette reprise économique a été lancée par le gouvernement de Primakov et la réaction de l'économie russe sur les 2 dernières années ressemble en quelque sorte les réactions de l'économie russe de 1998-19. Mais ma question porte sur la chose suivante. C'est une question pour vous, Hélène, comme un expert et un analyste. Nous savons que malgré l'efficacité des nouveaux systèmes de paiement russes et des systèmes d'échange financier, ces systèmes se développent assez lentement dans le cadre d'utilisation des liens commerciaux internationaux. Beaucoup de banques étrangères, même dans les pays tels que la Chine, la Turquie, ont peur des sanctions de la part des États-Unis et ces pays renoncer à l'utilisation des systèmes de paiement russes. Malgré cela, je pense qu'il y a un nombre de pays qui seraient prêts à utiliser plus largement les solutions technologiques et les systèmes de paiement proposés par la Russie. À votre avis, quel pays pourrait en premier lieu utiliser ce type de système? Peut-être des pays africains, peut-être des pays de l'Amérique latine, donc de l'Amérique du Sud, peut-être d'autres pays qui sont sous les sanctions américaines, tels que l'Iran, le Venezuela, qui pourraient devenir un assistant de la Russie pour cette évolution des systèmes de paiement dans le monde entier. Merci, Dima, de cette question très intéressante. Alors, sur la partie des pays qui ont peur des sanctions,
même si dans un premier temps, ils affichent un renoncement, il va y avoir des tas de voies parallèles pour trouver des solutions. Et une des particularités de la finance, et si on étudie l'histoire des évolutions du système bancaire et financier, on le voit bien, chaque fois qu'il y a des contraintes, l'objectif des acteurs est de contourner ces contraintes. Donc, plus vous mettez des contraintes, plus trouvez de nouvelles voies pour contourner ces contraintes. Je pense que la Turquie, la Chine ne s'arrêteront pas à l'idée de se soumettre au diktat de l'hégémonie américaine. Voilà, donc j'ai confiance dans la force de la contrainte dans un système des paiements. Ensuite, pour les pays prêts à utiliser le système russe, ou à s'inspirer du système russe. Bon, évidemment, il y a beaucoup de pays d'Afrique, en particulier ceux qui souhaitent prendre une autonomie par rapport au franc CFA. C'est un peu pour ça, je pense, que la France le gouvernement français est si sensible aux relations entre la Russie et des États africains. Bien sûr, les pays qui subissent eux-mêmes des sanctions ont une voie d'accompagnement de leur stratégie qui amoindrit l'effet des sanctions sur eux-mêmes, comme l'Iran et le Venezuela, vous l'avez bien dit. Et puis, il y a quand même un exemple que j'ai l'occasion de me rendre assez souvent de me rendre compte, c'est qu'il y a des pays qui sont exclus qui ne sont pas reconnus dans le monde, comme l'Abkhazie. Et là, vous avez le système des paiements russes qui fonctionne normalement. Ça pose pas de questions, tout le monde est content. Voilà. Donc, la pratique se met en place et guide les utilisations des monnaies. Je pense que un pas important est à attendre au moment de la réunion des BRICS à Kazan aussi, dans l'ordre monétaire. Et ce monde multipolaire qui se construit, je pense que finalement, c'est aussi un atout pour la finance internationale et les systèmes monétaires parce que ça va donner un peu plus de résilience à des polarisations qui posaient des problèmes d'équité, vous voyez, quand c'est la menace qui prévaut sur l'ensemble des relations économiques, ça devient un peu difficile. Il y a un totalitarisme qui s'installe, qui est néfaste au bon fonctionnement de l'économie et des échanges. Merci beaucoup. Je voudrais juste faire une remarque avant que l'on aille à la pause café. Ce que l'on voit quand on regarde les déclarations qui sont faites par les Sherpas des BRICS, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge de la préparation du prochain sommet, c'est que l'on s'oriente plutôt vers un usage des monnaies nationales dans les transactions entre les pays des BRICS, ce qui va poser le problème d'une coordination de ces monnaies. Et là, je me demande si un système qui serait relativement similaire à ce qui fonctionnait en Europe dans l'Union européenne des paiements ne pourrait pas être ressuscité, quitte à utiliser le DTS comme moyen de compte, pas comme moyen de règlement. Les règlements se feront en monnaie nationale, mais en utilisant comme unité de compte le DTS, comme l'avait proposé d'ailleurs l'intervenant au séminaire auquel on avait assisté, le séminaire organisé par Dima, où avait parlé l'ancien ministre des Finances d'Algérie. Ça me semble une idée tout à fait raisonnable. Bien, chers collègues, nous avons bien travaillé en ce début de matinée. Les interprètes ont besoin de se reposer un peu. Donc, nous faisons la pause café maintenant